des assemblages collés du génie civil par Acousto Ultrason. Voilà, c'est à vous. C'est bon, merci. Bonsoir à tous. Donc, je commence. According to a CNET report from June 2019, aging French structures are estimated at nearly 25,000 road bridges. One of the technical solutions to increase the life service of this structure could be their reinforcement by bonding composite materials. My name is Chersar, and with my supervisors Sylvain Chatenier, Laurent Gaillet, and Nathalie Godin, we work on a method of auscultation of composite reinforcement by acousto-ultrasonics towards the evaluation of its ability to detect and identify the most relevant defects in civil engineering adhesively bonded assemblies. Donc, durant ma présentation, je vais vous parler du contexte, du problématique et des objectifs du sujet. Ensuite, je vous parlerai des assemblages étudiés ainsi que des protocoles de mesure appliqués sur ces assemblages. Je reviendrai sur quelques résultats obtenus pour terminer par des conclusions et des perspectives. Donc, comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, le renforcement par collage de matériaux composites pourrait permettre de répondre aux problématiques rencontrées dans le parc d'ouvrages vieillissants français, mais également dans l'augmentation du trafic sur ces ouvrages. Elle donne également des solutions de mise au point plus faciles et moins coûteuses comparées à une solution de démolissement et de reconstruction. Donc, cependant, cette solution technique est d'autant plus efficace que lorsqu'il n'y a point de vide au niveau du joint de colle. Point de vide, point de défaut du tout. Donc, ces défauts sont en général de trois types. Donc, nous pouvons avoir des vides, une mauvaise adhérence, appelée aussi kissing bond, ou une mauvaise cohésion due à la présence de zones mal réticulées ou à la présence de fissuration. Les vides sont en général bien détectables avec les techniques de contrôle non destructif actuellement utilisées sur site, telles que la thermographie infrarouge ou bien le sondage au marteau. Cependant, la détection des autres types de défauts reste toujours un verrou scientifique, raison pour laquelle, dans notre équipe, nous nous sommes proposés de voir les potentiels qu'offre la technique des acousto-ultrasons à répondre à cette problématique. La technique des acousto-ultrasons est une technique de contrôle non destructif qui consiste à émettre une onde acoustique dans un matériau à travers un capteur piézoélectrique qui lui est relié par un couplant. Puis, après la propagation de cette onde et son éventuelle interaction avec le défaut recherché, on récupère l'onde avec un autre capteur piézoélectrique en vue d'un traitement en utilisant les méthodes de l'émission acoustique, à savoir récupérer le signal ainsi que les différents paramètres qui le décrivent, à savoir le temps de montée, le nombre de coups, l'énergie, etc. Puis les comparer avec les signaux reçus dans les autres échantillons. Les objectifs de notre étude sont d'abord de définir un protocole de mesure répétable et adapté à tous les assemblages étudiés, puis de définir des méthodes de traitement adaptées pour détecter de manière fiable et identifier l'ensemble des défauts qu'on peut rencontrer dans ces assemblages. Ensuite, évaluer la robustesse de la méthodologie en changeant d'échelle, puis enrichir une bibliothèque pour une identification en utilisant les méthodes du machine learning. Et enfin, pourquoi pas une généralisation de la méthodologie pour une application sur site. Donc, durant ma thèse, j'ai étudié pas mal d'assemblages. Donc, ici, je vais vous présenter les investigations réalisées sur les assemblages collés béton composite qui sont essentiellement composés de dalettes en béton C2530 sur lesquelles nous avons collé des plaques de composite pultrudées à fibre de carbone en utilisant essentiellement de la résine époxy bicomposant polymérisant à froid comme adhésive. Sur une des éprouvettes, nous avons substitué une partie de cette résine époxyde par de la colle polyuréthane pour matérialiser un défaut d'assouplissement de la colle, donc un défaut de cohésion. Sur une autre éprouvette, nous avons induit de la graisse sur une partie donc, de l'interface composite adhésive pour matérialiser un défaut d'adhésion. Donc, au total, nous avons 5 éprouvettes, dont un échantillon sain, 2 échantillons avec des vides de taille différentes, un échantillon avec de la colle PU et un échantillon avec de la graisse à l'interface composite adhésive. Sur ces échantillons, nous avons réalisé 7 mesures avec ce protocole suivant.
en utilisant des capteurs S9204 en émission et 2 capteurs R15 en réception, le capteur numéro 2 étant placé au-dessus du défaut recherché et le capteur numéro 1 étant placé à 230 mm du capteur émetteur. Nous avons utilisé un couplant phénylsalicylate, un cristal à bas point de fusion, pour relier les capteurs aux échantillons. Donc, avec cette disposition, on a réalisé 7 mesures de décollement puis de recollement des capteurs, donc en effectuant à chaque fois 10 tirs sur chaque mesure. Donc, l'évaluation qui a été faite en premier, c'est l'évaluation de la détection de l'ensemble des défauts. Et pour cela, nous avons utilisé 2 méthodes. Donc, une première méthode appelée analyse monoparamétrique, donc, qui a consisté à faire une comparaison des valeurs moyennes et des écarts types observés par paramètre, donc sur les différents échantillons. Et là, nous avons les résultats du capteur numéro 1 qui, lui, est placé à 230 mm du capteur émetteur. Et nous pouvons voir donc sur les représentations des boîtes à moustaches les trois descripteurs les plus pertinents, à savoir l'énergie absolue, la force du signal et le nombre de coups. Et donc, si nous reportons les différences observées dans l'échantillon 100 et dans les échantillons défectueux que nous reportons dans le tableau suivant, nous pouvons voir qu'avec l'énergie absolue, par exemple, comme comparateur, nous arrivons à détecter l'ensemble des défauts recherchés si on se fixe comme critère de détection une différence d'au moins 20%. Donc, sur les résultats du capteur numéro 2, qui lui est placé au-dessus du défaut, nous remarquons une accentuation donc, de cette capacité de détection des défauts de type vide et puis de la PU. Cependant, nous avons vu que la graisse est moins détectable sur cette position de capteur. La deuxième méthodologie diagnostiquée pour évaluer la détection a été une analyse par composante principale, donc qui est une analyse méthode statistique multivariable qui utilise cette fois-ci 10 paramètres et qu'on essaie de réécrire sous forme de combinaison linéaire de 2 composantes principales. Et donc là, nous retrouvons les 7 mesures, les 7 mesures qui regroupent des paquets de signaux et qui forment un cluster. Et l'observation générale qui a été faite sur les 2 positions de capteurs, c'est que les clusters formés des signaux reçus dans l'échantillon 100 sont discernables des clusters formés des signaux reçus dans les échantillons avec défaut. Donc, ce qui rend l'ensemble des défauts recherchés détectables. Donc, pour ce qui est de l'identification, on pouvait évaluer les positions des clusters des signaux reçus dans les échantillons défectueux entre elles. Donc là, nous voyons qu'on a un regroupement des clusters par type de défaut dans le capteur 2 et même dans le capteur 1, ce qui donne de bons potentiels pour une identification. Cependant, ce résultat est biaisé car on a des localisations de ces clusters qui sont différentes selon la position du capteur. Et donc, pour l'identification, nous avons procédé à une autre méthode qui est une méthode de classification, donc en utilisant les techniques de machine learning. On a fait une classification par forêt d'arbres décisionnelle et le résultat de cette classification est le suivant. Donc, nous pouvons observer sur la première colonne qui concerne les signaux reçus dans les classes 1 qu'aucun signal reçu dans un échantillon défectueux n'y est classé. Donc, ce qui a pour conséquence donc, une confirmation de la détection de l'ensemble des défauts recherchés. Donc, pour ce qui est de l'identification, nous nous concentrons sur le diagonal qui regroupe les vrais positifs et dont le taux de reconnaissance est montré sur la colonne verte. Donc, nous avons donc l'ensemble des défauts qui sont identifiés à hauteur de 99 à 60%. Et que les défauts les plus difficiles à identifier sont le vide centré et la graisse, où on a des taux d'erreur de 40 à 35%. Donc, in conclusion, we successfully detect the most studied defect using a monoparametric analysis or a PCA, and their identification were realized through a classification using random forest algorithm. And for the perspective, we are currently evaluating the treatment process like PCA in predictive or the calculation of new descriptor from the waveforms. Also, we have actually an investigation into the robustness of the method by studying a 3.4 meter long beam. And at last, we have an internship ongoing
on finite element modeling of the acoustic ultrasonic method applied on assemblies. This could aid us in the choice of relevant descriptor and also aid us to understand the impact of the presence of defects on excited modes. Thank you for your attention. Merci, Monsieur Sarr. Donc, exactement, le temps n'est pas dépassé, donc les 10 minutes sont respectées. Alors, on va commencer peut-être par quelques questions. Okay. Stéphanie, tu veux commencer ou... Tu veux, surtout que moi, je pense que j'ai une question que tu n'aurais peut-être pas, Mehdi, parce que tu connais un peu mieux la technique. Ok, bon, je peux commencer puis te passer la main. Ouais, à la limite, non, parce que moi, c'est sur Non. l'explication de la technique. Ok. Peut-être je peux la poser en premier, tu iras peut-être plus en profondeur toi, sur l'analyse. Je pense. Oui, vas-y, C'est par vas-y. rapport à sur la diapo 7, je crois que c'est 6 ou 7, où tu expliques ta technique, la 6 ou 7. Donc, reviens à la 6 peut-être. Non, c'est peut-être la 8 alors. La 7. C'est celle-là. Ouais, voilà. En fait, c'est celle-là, mais c'est corrélé à ce que tu dis diapo 7. Tu expliques diapo 7 que c'est le nombre de coups et l'énergie et également la force du signal qui sont les plus discriminants. Ouais, les indicateurs les plus discriminants. Et moi, j'aimerais savoir par rapport à ton signal qui est présenté dans la diapo 4, pourquoi est-ce que c'est les plus discriminants justement par rapport à la technique de mesure? Parce que tu annonces comme une évidence et pour moi, ce n'est pas évident parce que je connais un peu moins la technique que toi. D'accord. En fait, je voudrais que tu m'expliques. La technique consiste donc à comparer les signaux reçus dans les échantillons. Et cette comparaison, donc, pour cette méthode d'analyse, qui est une analyse monoparamétrique, elle passe par une comparaison des valeurs observées par paramètre. Et donc, quand je dis que c'est plus discriminant, c'est que ce paramètre et la différence observée dans ce paramètre est plus grande que dans les autres paramètres. Donc, par exemple, dans le tableau, donc, nous voyons que pour l'énergie absolue, nous avons une différence de moins 48%. Donc là, nous pouvons le retrouver. Donc le bleu, nous avons l'échantillon 100 en bleu, puis l'échantillon vide centré en orange. Et donc, on a une différence de moins 48% entre les valeurs moyennes. Par contre, pour la durée, par exemple, c'est juste une différence de moins 7%. Et donc, quand je dis que ces paramètres-là sont plus discriminants, c'est qu'effectivement, l'écart observé entre la valeur dans l'échantillon sain et la valeur dans l'échantillon défectueux, elle est plus grande. Et tu as une explication physique par rapport à… Oui, l'explication physique, c'est… en fait, au phénomène que tu dis, c'est-à-dire le décollement… Oui, l'explication physique pourrait être, par exemple, l'atténuation du signal par changement donc, de milieu de transition. Donc, un exemple, si on prend les résultats du capteur numéro 2 qui est lui placé sur le défaut recherché, nous voyons que cette atténuation elle est plus grande parce que, par exemple, pour les vides, on a une substitution d'un volume de la résine époxy qui est remplacé par du vide. Et donc, l'onde élastique, l'onde sonore, qui, sur l'échantillon sain, passe essentiellement sur de la résine époxy, va ici transiter sur cette volume de vide, ce qui a tendance à l'atténuer davantage. Et donc, nous allons observer cette atténuation en faisant une comparaison paramétrique entre, par exemple, les valeurs des énergies absolues. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, il ne reste pas énormément de temps, peut-être une dernière question. Alors, ce qui me manquait un petit peu, peut-être la justification de quelques choix. Par exemple, vous partez par défaut sur une fréquence, je ne sais pas si c'est la meilleure, 150 kg, c'est ça que vous utilisez, pour détecter des défauts aussi petits sur des épaisseurs très fines. Voilà, pourquoi partir sur… Alors, je sais que les R15 sont super utilisés, c'est les passe-partout, on les utilise pour l'émission acoustique, un petit peu pour les US, mais je m'attendais à autre chose en allant chercher peut-être des capteurs large bande, monter un petit peu en fréquence. Pourquoi vous êtes resté sur ce type de capteur? En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une étude préliminaire a été réalisée donc, sur le choix des capteurs. On a fait une comparaison de plusieurs combinaisons de capteurs et de couplants. Donc, je l'ai un peu brossé sur les objectifs. Quand je parle, par exemple, de choix de configuration
capteur couplant, c'est une étude qui a été réalisée de manière préliminaire. Donc, on a essayé des capteurs SH10 avec du couplant miel. On a essayé des capteurs R15 essentiellement avec du couplant cristal. On a essayé aussi les S9204. On a essayé les larges Oui, bandes. mais les références, ça ne me dit pas grand-chose. Si Oui, vous donnez pas je veux dire, on la a essayé fréquence. des capteurs large band avec des hautes fréquences comme le C'est-à-dire de l'ordre de combien? WD. 500, 700? 500, le WD, c'était sur une fréquence de résonance de 500 kHz avec une bande de 20 à, Ok. si je dis pas de bêtises, 1000 et quelques, Et les 500, 1200. 700 kilos, ça ne donnait pas plus de sensibilité par rapport Non. au R15? Non, d'après l'étude préliminaire qu'on a réalisée, c'était le couple S9204R15 qui offrait plus de sensibilité aux défauts actuellement qu'on a implantés sur nos éprouvettes. Et raison pour laquelle nous avons donc réalisé cette campagne de mesure avec ce choix de capteurs. Je termine peut-être juste une question générale qui m'intéresse. Imaginons que vous faites ça sur site, c'est ce que vous prévoyez de faire. Et donc là, vous allez chercher un défaut en taille de l'ordre du centimètre sur une épaisseur inférieure à 1 millimètre. Et donc, j'ai vu votre image vous montrer sur site comment c'est fait. Donc, c'est quand même des longueurs de barres collées qui sont assez longues. Comment vous allez mettre ça en place? En fait, des réflexions sont en cours au niveau de l'équipe. Et effectivement, actuellement, je travaille sur des poutres de 3,40 m. On a essayé de voir sur quelle distance on pouvait déjà faire notre investigation, la limite, si on veut, de notre méthodologie. Puis, on s'est vite rendu compte que si on essaie d'étaler donc cette distance, on a vite l'atténuation, surtout pour les matériaux de béton, on a vite l'atténuation du signal et que effectivement, ce serait problématique de pouvoir conduire cette méthodologie de détection et d'identification sur ces distances. Oui, ça a une certaine limite. C'est ça, ça a une certaine limite et on pensait peut-être à une automatisation de la mesure, donc avoir les capteurs qui sont peut-être sur quelque chose de roulant qui va, comme si c'était un scanner qui va faire des acquisitions, comment dire, des envois et des réceptions des acquisitions en continu, voilà. en B-scan, en continu, par exemple. Exactement, sauf que ça devient enfin, des ultrasons, après, finalement, classiques. Exactement, ça devient sachant que votre paramètre le plus discriminant, vous dites, c'est l'énergie. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur un signal ultrasonore de façon classique, me semble-t-il. Effectivement. Donc, si par exemple, l'analyse paramétrique montre de manière plus simple qu'on arrive à détecter avec un seul paramètre comme l'énergie absolue, ce serait effectivement le cas. Mais cette conclusion n'est pas vraie pour tous les assemblages étudiés. D'accord. Et également non plus pour... On est obligé de s'arrêter. Merci, oui. Monsieur Sarr. Et on va passer à la deuxième présentation. OK. Merci. Je vous en prie. Vous m'entendez? Parfait. Alors, deuxième présentation, c'est celle de Monsieur Abdoudia, toujours de l'Université Gustave Eiffel Nantes, qui va nous présenter son étude sur le monitoring des câbles de structure du génie civil par combinaison de techniques d'émission acoustique. Il manque quelque chose, de vibratoire, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc je vous complète votre titre. Il y a les techniques vibratoires, les équilibres vibratoires. C'est à vous. Bonjour à tous. Happy to be here today to present my work, which was about the monitoring of civil engineering structures using two non-destructive techniques, vibration-based one and acoustic emission, which was held at University Gustave Eiffel under the supervision of Lamine Dieng and Laurent Gaye. For this presentation, it is divided into 4 main parts.
I will present the introduction, and after that, I will present the experimental test we conducted. After that, I will analyze the result we got from the data, and I will finish by some conclusions. So, as you may know, civil engineering structures are submitted to mechanical and thermal loads combined to chemical attacks. This leads to two main disorders in cables, known as fretting fatigue and corrosion. And by the time, this can lead to section losses and also to cables breaks, as the sad event that happened last Monday in Italy by the crash of a cable car, causing the death of 14 people. And also the report of the SENA in 2019 concludes that at least 25,000 bridges are in bad structural health. So this showed the need to develop tools to monitor the health of cables, known as structural health monitoring. For that, we will use two main non-destructive techniques, dynamics one and acoustic emission. The principle behind the dynamic method is that when you have a cable with given mass, tension, and stiffness, when it is submitted to an excitation, it vibrates according to a given frequency and amplitude. And when we introduce a defect in the cable, we have a variation of the structural parameters, which leads to a variation of model parameters that are natural frequencies and mode shapes, and also to damping ratios that can be extracted from frequency response function that are the ratio between the output, the displacement, or the input, the force used to excite the cable. So based on these model parameters variations, we can detect, locate, and quantify the defect in the cable. As for the acoustic emission, when we have a cable submitted to a load, we have friction between the wires constituting the cable. These waves are characterized by some parameters such as amplitude, duration, bounce, rise time, etc. By analyzing these parameters, we can separate the different sources generating acoustic emission waves, and by analyzing these signals using parametric analysis and machine learning methods, we can identify these sources and be interested to the signals that are the friction between broken wires and safe wires of the cable. So the objective is to develop a multi-technique method that can be used to monitor damages in cables. The dynamic methods will be used to have a global response of the cable to detect, locate, and also quantify the defect. And by using the acoustic emission method, we will detect damages in anchors of the cable, and also to define the location of wire breaks in the apparent part of the cable, and also to monitor the evolution of the defect in the time. So to do that, we have done experimental test. So I hand to my, if I can say it, to my friend's version to present the test we realized. Donc, nous avons réalisé des tests sur trois types de câbles principalement, des câbles monotores ou monocouches qu'on appelle des TEC15-7, aussi des câbles bicouches, et également sur des câbles multicouches. Donc, les TEC15-7 et les câbles bicouches sont montés sur un banc de sollicitation mécanique de capacité de 300 kN qui est muni d'un excentrique qui permet d'exciter le câble avec une fréquence et une amplitude donnée, donc qui est principalement utilisé pour l'émission acoustique. Donc, on veut exciter le câble avec une fréquence et une amplitude donnée pendant un certain temps pour enregistrer des signaux acoustiques.
Et pour ce qui est du câble multicouche, on a utilisé le BFC, bien le banc de fatigue des câbles, qui a une capacité totale en traction de 24 000 kN. Et pour enregistrer les signaux, donc pour les déplacements, pour l'analyse dynamique, on a utilisé des capteurs laser pour enregistrer les déplacements. Et pour ce qui est de l'émission acoustique, nous avons utilisé des capteurs d'émission acoustique type piézoélectrique. Et donc, après des essais préliminaires, nous avons choisi des capteurs de type AE204A qui ont une fréquence de résonance 175 kHz, si je ne dis pas des bêtises. Et pour exciter le câble, on a utilisé un marteau instrumenté qui permet d'avoir en même temps la force d'excitation du câble. Et donc, pour ce qui est de la procédure expérimentale, donc après avoir tendu le câble sur le banc de fatigue, on vient positionner des capteurs. Pour ce qui est des lasers, on les positionne de manière équidistante tout le long du câble. Et pour ce qui est des capteurs d'émission acoustique, en premier lieu, on les a positionnés sur une partie du câble en positionnant un capteur près de l'excentrique qui émettait beaucoup de bruit, un capteur sur l'ancrage au niveau de la résine, et également des capteurs sur une partie de la partie courante, là où on n'a pas de défaut, pour ensuite venir créer des défauts entre ces capteurs pour voir l'évolution des signaux d'émission acoustique. Et donc, pour ce qui est de la procédure, est peut-être résumé comme suit. On vient tendre le câble, ensuite on vient monter les capteurs et les systèmes d'acquisition, et on vient exciter le câble sain par le marteau pour instrumenter pour l'analyse dynamique, et ensuite l'excentrique pour l'émission acoustique. Après cela, on vient introduire les défauts et on répète les mêmes essais qu'on a fait. Et donc, pour l'excentrique, on a testé plusieurs couples fréquence-amplitude de Hz jusqu'à 4 Hz et pour les amplitudes 5 mm à 20 mm. Je passe maintenant à l'analyse des résultats. Je vais commencer par l'analyse dynamique et ensuite par l'émission acoustique. Donc, pour l'analyse dynamique, on a d'abord effectué ce qu'on appelle l'analyse modale pour déterminer les paramètres modaux. Donc, on a utilisé deux méthodes principalement. Pour le cas où on a la force d'excitation qui est donnée par le câble instrumenté, donc le circle fit et le line fit. Donc, on voit qu'ici, les deux méthodes donnent à peu près les mêmes résultats pour les fréquences naturelles avec des différences qui sont très faibles. Et on voit qu'également, les fréquences naturelles sont très stables en calculant les valeurs moyennes et en calculant les coefficients de variation qui sont ici très faibles, inférieurs à 1,2%. En se basant sur ces fréquences naturelles, donc on a calculé ce qu'on appelle les pourcentages de changement en fréquence naturelle qui permet, ici on voit qu'on a une évolution de ces paramètres en fonction du nombre de fils coupés. Donc, et si on regarde ces paramètres CI, donc on voit qu'ils sont supérieurs à 2,90% pour le CI le plus faible, et que, étant donné que les coefficients de variation des fréquences sont très faibles, comme on l'a montré ici, donc à partir de là, on peut dire qu'on a détecté le défaut en partie courante. Par contre, là où on a des défauts en partie cachés, c'est-à-dire dans les ancrages, on n'arrive pas à détecter les ruptures de fil. Donc, après avoir détecté les câbles, donc on passe à la localisation. Donc, pour cela, après avoir testé des méthodes qui sont données dans la littérature, on a développé une méthode qui est le SRMCD, Sum of Relative Modal Curvature Differences, qui est les différences relatives des courbures modales moyennées sur le nombre de modes et le nombre de points où on a effectué des excitations sur le câble. Donc, les courbures modales étant les dérivées secondes des déformées modales. Donc, en utilisant ces paramètres SRMCD, on a pu avoir les pics, donc, qui devraient normalement correspondre à la position des défauts. Donc, on voit qu'on a une zone où on a la position réelle des défauts qui sont ici matérialisés par l'astérix en rouge. Donc, pour valider ces méthodes qu'on a d'abord testées sur les câbles monocouches et bicouches, on les a utilisées sur le câble bicouche qui est plus complexe avec plus de couches. Donc, on voit qu'également, on obtient les maximums au niveau où on a les ruptures de fil réellement dans le câble, sauf à ce point-là. Donc, après la détection et la localisation, on a proposé une méthode empirique basée sur la méthode des éléments finis, qu'on a définie à partir de la méthode des éléments finis. Donc, à partir de là, on vient estimer le nombre de fils rompus dans le câble. On voit qu'ici, le nombre de fils rompus déterminé avec cette formule empirique correspond exactement
au nombre de fils réellement rompus dans le câble. Étant donné qu'avec ces méthodes, on ne peut pas détecter les ruptures de fils dans les ancrages, on vient les compléter avec l'émission acoustique. Donc, je pense qu'il faut conclure. Là, on est à plus de 10 minutes. D'accord. Donc là, l'émission acoustique, on a fait une analyse paramétrique. Non, j'ai dit conclure, parce que sinon, je vous coupe, on est à 10 minutes. C'est pour égalité entre vous tous, c'est 10 minutes de présentation, pas plus. Donc là, on a effectué des essais sur les câbles monocouche, bicouche et multicouche. Donc, avec les méthodes dynamiques, on a pu détecter, localiser et quantifier les défauts. Et en combinant avec l'émission acoustique, on a pu détecter des ruptures de fil dans les câbles et venir affiner les localisations avec l'émission acoustique en positionnant les capteurs d'émission acoustique sur les zones identifiées avec les méthodes dynamiques. Des perspectives pour ces analyses seraient d'effectuer des essais en conditions réelles sur site pour voir l'influence des conditions environnementales, aussi évaluer la variation des vitesses de propagation des ondes dans les câbles après des ruptures de fil. Merci. Vous êtes à 12 minutes. Je donne peut-être la main, Stéphanie, si tu as une ou deux questions. Stéphanie, tu m'entends? Elle n'a pas remis son micro. En attendant, je peux commencer. Diapo 12, si vous pouvez aller sur la diapo 12, s'il vous plaît. Et justement, là où vous êtes arrêté, vous avez pris pas mal de temps. Si je prends votre figure là sur les câbles EMR, imaginons, là vous ne connaissez pas la position des défauts, donc on enlève toutes les parties là où vous savez que les défauts sont là, enfin où les câbles ont été sectionnés en tout cas. Donc là, vous avez une détection, en fait, un max qui est assez clair au début, donc où là, il n'y a pas de défaut. Et on a une dernière localisation à la fin. Et là, au milieu, vous dites que tout a été détecté, mais si je connais pas la position, pour moi, le pic, il est juste au milieu, mais je ne peux pas savoir qu'il y a vraiment d'autres défauts ailleurs. Enfin, comment vous pouvez interpréter ça? Je n'ai pas bien compris la question. La question est, imaginons que vous ne connaissez pas la position des défauts réels, ouais. Comment, à partir de cette courbe-là, vous pouvez identifier la position des défauts. Voilà. Donc, c'est à partir des pics, on est d'accord? C'est à partir des pics. Et si je regarde le maximum des pics, à part le dernier et peut-être celui qui est au milieu, j'ai un peu de mal à voir le reste. D'accord. Donc, avec ces méthodes SRMCD, donc, on identifie des zones potentielles de défaut. Donc, l'objectif derrière est de venir positionner les capteurs d'émission acoustique autour de ces zones potentiellement de défaut. Ensuite, en analysant les signaux d'émission acoustique, donc, on vient confirmer ou pas si réellement on a des défauts au niveau de ces zones-là. OK. Et est-ce que vous avez vu l'effet un petit peu de la position de vos capteurs de mesure, enfin les capteurs vibratoires, enfin des accéléromètres, c'est ça que vous mettez? Non, des capteurs laser. Les capteurs laser, OK. Et donc là, les positions des mesures. Donc, je pense que c'est au niveau de ici. Oui, c'est ça. Imaginons que vous changez ces positions-là, est-ce que ça a un effet sur votre déformé modal que vous récupérez par la suite pour en extraire la position des défauts ou pas du tout? Et aussi le nombre des capteurs. Parce qu'imaginons que vous êtes sur un test réel, pour faire autant de mesures sur un vrai câble, comment ça peut se faire? Une méthodologie que nous avions proposée serait d'abord de venir positionner un ou deux capteurs laser sur le câble. Donc, l'objectif premier est de détecter des ruptures de fil en étudiant la variation des paramètres modaux. Si on a une variation de ces paramètres modaux et qu'on a défini un seuil à partir duquel on peut dire qu'il y a un défaut. Donc, si ce seuil est dépassé, on vient maintenant
utiliser plus de capteurs d'émission acoustique, plus de capteurs laser pour pouvoir les positionner tout le long du câble. Et, je comprends, oui, la méthodologie, là, je la comprends. Et puis, donc, compléter avec des capteurs émission acoustique, c'est très bien, ça marche bien. On voit bien là où vous avez un doute sur la présence de quelque chose, vous mettez le capteur acoustique et puis vu ce que vous récupérez dans la figure en bas à droite, on voit bien que vous localisez pas mal ces défauts-là, c'est très bien. Maintenant, pour faire la démarche in situ, il faut quand même se rapprocher du défaut avec la méthode dynamique. Ouais. Donc, je disais que plus on a de capteurs dynamiques, plus la déformée modale est précise. Et la localisation des zones de rupture potentielle avec les méthodes dynamiques dépend grandement de la précision de ces déformées modales. Ok. Il n'y a pas d'autres approches qui permettent de réduire le nombre de capteurs pour faire de l'analyse dynamique? Des méthodes comme multi-input, est-ce qu'on peut faire ça, des multi-input avec… Donc, là, ces méthodes, c'est plus pour déterminer la précision des valeurs des déformés modales. Dans mes souvenirs, si on multiplie les sources d'excitation, même avec un nombre de capteurs peut-être réduit, on pourrait peut-être avoir la même précision. Vous n'avez pas regardé ce type du nombre de capteurs. Même si, par exemple, ici, on a multiplié le nombre de points où on a excité le câble. Donc, on a excité le câble sur différents points allant des capteurs L1 jusqu'à L8. Donc, on a excité le câble à différents endroits. Donc, pour avoir une meilleure précision des paramètres modaux. C'est pourquoi ici, on a calculé les valeurs moyennes sur différents modes et différents points d'excitation du câble pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. OK. Stéphanie, tu as peut-être une question? On ne t'entend pas. Juste une remarque à M. Dia, peut-être sur la gestion de son temps. Faites attention parce que vous êtes resté 4 minutes pour introduire votre sujet. Alors, c'était en anglais, vous étiez peut-être un peu moins fluide. Donc, voilà, c'était plus une remarque sur ce point-là. Et je rejoins tout à fait Mehdi, là, c'est la question que je voulais poser sur la diapo 12. Je trouve que vous êtes très optimiste sur votre… Alors, je comprends, après, vous complétez avec d'autres données, mais déjà, là, moi, je pense que voilà, c'est difficile de conclure sur ces résultats-là. Mais c'était peut-être ça votre conclusion, justement. OK, merci beaucoup pour votre présentation. Merci, Monsieur Dia. On va passer au suivant. Je te laisse la main, Stéphanie, présenter le troisième candidat. Donc, c'est Monsieur David Garcia, qui est du LMDC à Toulouse, qui va nous présenter études exploratoires dédiées au diagnostic de corrosion assistée par ordinateur des structures de génie civil. Oui, c'est ça. Vous m'entendez? Parfaitement. Allez, je vais partager. Vous voyez mon diaporama, oui? C'est bon? Oui, très bien. Vous pouvez démarrer. Donc, 10 Bonjour minutes. Oui. Bonjour à tous, je suis David Garcia et j'ai effectué ma thèse de doctorat au LMDC Toulouse sur le diagnostic corrosion des structures de génie civil. Steel corrosion is the main cause of premature aging of civil engineering infrastructure. Economic, social, and environmental issues make this topic a major challenge of the 21st century. Faced with the roaring growth of this phenomenon, the corrosion diagnosis by non-destructive techniques has become a major issue in the management of aging infrastructure. The usual investigation methods, such as potential mapping or polarization resistance, combined with empirical hypotheses, do not allow a quantitative evaluation of the corrosion kinetics. The ambition of this work is to propose an innovative approach of diagnosis based on an improved physical understanding of the corrosion mechanism, as well as the development of 3D numerical simulation tools in order to extrapolate the field measurements and to quantify the real dissolution kinetics of the steel. In order to illustrate the effective contribution of this approach, we will study together two problems of corrosion in concrete and in soil. Donc, cette approche numérique s'attache particulièrement à prédire deux informations relatives à l'avancement de la corrosion. Donc, tout d'abord, la cinétique locale de dissolution de l'acier, c'est-à-dire la masse d'acier qui a été consommée,
et également la cinétique et la nature des produits de corrosion. En effet, certains oxydes vont être particulièrement expansifs et peuvent générer une fissuration prématurée du béton. Alors, quels sont les concepts physiques élémentaires qui sont nécessaires à l'obtention d'un modèle robuste? Et tout d'abord, vous allez avoir le transfert électrique avec les phénomènes électriques dans le volume et électrochimiques aux interfaces. Puis le transport du dioxygène à travers le béton. Je rappelle que le dioxygène est une composante indispensable de la réaction cathodique. On a également le transport ionique, des ions générés par le processus de corrosion, avec notamment leur consommation dans le volume par les réactions de précipitation. Et enfin, la dernière brique, c'est la thermochimie, avec la stabilité cinétique et thermodynamique des produits de corrosion par la prise en compte du diagramme de Pourbet de l'acier. Donc, de par la nature des mécanismes impliqués, ce problème physique est inévitablement un problème 3D non réductible à un problème unidimensionnel. Passons maintenant à l'étude de cas 1 de corrosion dans le béton. Donc, la norme NFEN 206 définit 3 classes d'exposition au milieu marin. Donc, les éléments de béton émergés, c'est la classe XS3, situés au-dessus du niveau de la mer, sont affectés d'un risque de corrosion plus élevé et doivent satisfaire des dispositions constructives plus exigeantes. Pour les éléments de béton immergés en permanence, c'est la classe XS2. La norme est moins sévère, car le retour d'expérience montre une quantité de désordre significativement plus faible que dans la zone XS3. En effet, un site de corrosion initié en zone XS3 présente une cinétique de dissolution rapide, car le renouvellement en dioxygène est assuré au niveau des sites passifs qui sont voisins du spot de corrosion. De plus, du fait de l'abondance du dioxygène, on va avoir les produits de corrosion qui sont générés dans cette zone qui sont le plus souvent expansifs. C'est ce qu'on appelle communément la rouille, comme on peut le voir sur cet histogramme. Au contraire, la zone immergée en permanence est relativement pauvre en dioxygène, car uniquement alimentée par le dioxygène dissous dans l'eau. Donc, l'amorçage d'un site de corrosion dans cette zone est associé à des cinétiques plus lentes et à la formation d'hydroxydes ferreux qui vont se transformer en oxydes non expansifs, ce qui vont préserver l'intégrité du béton. Donc, l'état de saturation du béton et son influence sur le renouvellement en dioxygène jouent un rôle primordial dans la cinétique et la nature des produits de corrosion formés. Alors, dans cette partie, on va s'attacher à construire un modèle numérique 2D dans le but de reproduire qualitativement ces phénomènes physiques. Donc, dans ce modèle 2D, vous avez le volume de béton qui est uniquement représenté par le béton d'enrobage, qui sépare l'acier de l'environnement extérieur. L'armature est représentée par une ligne continue et le spot de corrosion de 1 cm de long a été positionné en son centre. Donc, on considère un degré de saturation uniforme dans le volume de béton et comme vous pouvez le voir sur ces deux graphes, il existe un couplage non linéaire fort qui relie le degré de saturation du béton avec la résistivité du béton et la cinétique de transport du dioxygène et des ions. Si on s'intéresse maintenant aux conditions aux limites appliquées au modèle, donc les densités de courant anodique IA et cathodique IC sont imposées comme conditions aux limites, respectivement aux frontières d'acier actif et d'acier passif. Donc on a également relié les flux de production et de consommation des espèces impliquées dans le processus de corrosion, à savoir le dioxygène, les ions hydroxydes et les ions ferreux, à ces densités de courant locales. L'apport en dioxygène est lui assuré par la face supérieure du domaine. Et enfin, dans le volume de béton, on a les espèces qui peuvent réagir pour former des hydroxydes de fer 2 ou 3 en fonction de leur stabilité thermodynamique et cinétique. Donc, on s'intéresse à la distribution spatiale des hydroxydes ferreux qu'on a représentés en vert et ferriques en rouge dans le volume de béton au droit du spot de corrosion, donc pour différents degrés de saturation. Donc, on a choisi 2 niveaux de couleur pour chaque hydroxyde afin de différencier une faible précipitation d'une précipitation plus forte. Donc, vous pouvez observer une prédominance de précipitation des hydroxydes ferreux peu expansifs, représentés en vert, lorsque le site est initié dans un béton fortement saturé, donc en zone immergée par exemple. Donc on se retrouve dans une situation de corrosion silencieuse, c'est-à-dire l'armature se consomme sans engendrer de dégâts apparents en surface. À l'inverse, quand le spot est initié dans un béton plus sec, à 75% par exemple, on forme des quantités d'hydroxyde ferrique, cette fois très expansifs, qu'on a représentés en rouge, notamment comme vous pouvez le voir à l'interface actif-passif, où la cinétique de corrosion est la plus forte. Et c'est ça qui va entraîner une fissuration du béton à terme. Donc, ce cas d'étude numérique est en adéquation en fait avec la connaissance empirique associée à la classification XS2, XS3 que l'on retrouve dans la norme NFEN 206. On va maintenant passer à la deuxième partie sur une étude de cas réel de corrosion de l'acier dans le sol. Donc, l'étude de cas a été menée sur un pont autoroutier dont les culées sont constituées par des rideaux de pale-planche battus dans le terrain naturel. Donc, cette structure de soutènement est soumise à différentes causes potentielles de corrosion. Donc, tout d'abord, vous allez avoir la corrosion uniforme, liée à l'agressivité naturelle des sols en contact direct avec l'acier, une éventuelle corrosion galvanique induite par l'hétérogénéité du milieu géologique, une éventuelle corrosion par courant vagabond due à une source de courant externe, et une éventuelle corrosion d'origine microbienne. Alors, dans le cas de cette présentation, on va vraiment se focaliser sur l'étude de la corrosion galvanique.
Donc, dans ce genre de cas, il n'existe pas de protocole normatif pour évaluer rigoureusement le risque de corrosion de ce type d'ouvrage. De plus, les désordres éventuels ne sont pas observables car la corrosion est localisée en profondeur, ce qui rend le diagnostic extrêmement compliqué. Donc, une campagne de diagnostic traditionnelle se contenterait de quantifier le risque de corrosion par rapport à l'agressivité du sol uniquement. On ne pourrait donc pas alors estimer la cinétique et les faciès des mécanismes de corrosion localisés. Donc, un protocole de diagnostic pertinent requiert donc de procéder à une investigation en profondeur sur l'état électrochimique de l'acier au moyen de forages verticaux. Le problème, c'est que ce type d'investigation est nécessairement très partiel et ne va pas nous permettre d'accéder à l'ensemble du champ de potentiel de l'ouvrage. Donc, face à cet obstacle, l'outil de simulation numérique permet d'extrapoler les données brutes de terrain à l'ensemble de la structure et de quantifier l'état d'avancement de corrosion en identifiant, par exemple, les zones qui vont être le plus sensibles au risque de corrosion en rouge, par exemple sur le graphe. Donc, on a mesuré dans notre forage le potentiel des pales planches pour différentes profondeurs. Donc, vous pouvez voir que le profil de potentiel n'est pas uniforme. Donc, ce gradient de potentiel témoigne en fait d'une hétérogénéité du comportement électrochimique de l'acier au contact des sols en présence. Donc, une structure géologique stratifiée peut potentiellement expliquer ce comportement singulier et doit être confirmé, bien sûr, par une analyse de prélèvement de sol. Donc, ensuite, on va pouvoir quantifier numériquement la cinétique et le faciès de corrosion afin d'établir un diagnostic pertinent. Donc, afin de construire un modèle numérique robuste, il est nécessaire de mesurer expérimentalement certains paramètres, donc la structure géologique du sol, évidemment, la résistivité des différentes couches de sol, ou encore le comportement électrochimique de l'interface acier-sol. Donc, tout d'abord, la structure géologique du sol est composée d'une couche de sable fin d'environ 2 mètres, une couche de limon assez dense de 3 mètres d'épaisseur et enfin une couche de sable au-delà de 5 mètres. Donc, la résistivité électrique de chaque couche ainsi que le comportement électrochimique sont mesurés en laboratoire par un essai de polarisation de l'acier au contact des sols. Vous pouvez voir à droite de la diapositive les cellules électrochimiques que nous avons utilisées. Donc, les points correspondent aux mesures de potentiel réalisées dans le forage que je vous avais présenté précédemment. Et la courbe en bleu au profil de potentiel que nous avons simulé. Donc, on observe une bonne concordance entre le modèle et l'expérience, ce qui valide la robustesse de notre approche numérique. Et une fois l'approche de simulation validée, le post-traitement permet d'accéder à l'ensemble des données relatives au système de corrosion, comme par exemple le champ de potentiel ou encore les lignes de courant qui se distribuent dans le volume de sol. Donc, on peut maintenant quantifier cette cinétique de corrosion qui est indispensable pour établir un diagnostic de corrosion fiable. To conclude, this work summarizes previously fragmented knowledge made possible by the use of numerical tools and the consideration of the irreducible 3D nature of steel corrosion. We really tried to make the modeling approach as universal as possible, applicable to any civil engineering structure, a buried pipeline, an offshore platform, or a concrete bridge. After my PhD, I created my own startup, Quorum, specialized in corrosion and anti-corrosion engineering. Although Quorum was created less than a year ago, we are already positioned on exceptional projects in France and abroad. In particular, we have been selected to design the cathodic protection system for a nuclear power plant, proves that Quorum arrives at the right time on a market in demand. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'aurais des questions. Alors, peut-être revenir d'abord sur la diapo 5. Bien sûr. Si ça ne te dérange pas, tu parles de, d'un modèle robuste à un modèle qui est complexe, parce que finalement, ça fait intervenir différents domaines. Hein. Et c'est vrai qu'après, tout de suite, tu parles… donc, ce que j'ai apprécié, c'est que tout après, tu parles de l'état initial de l'acier, où tu nous expliques bien la différence entre un milieu saturé et non saturé. Mais ce qui me gêne un petit peu dans la suite, alors je crois que c'est la diapo 8, donc tu montres finalement, alors je ne sais pas si c'est la 8. Celle-là peut-être. Non, celle où tu montres les différentes natures d'oxyde en fonction du taux de saturation. Oui, hop, c'est la 11. Oh, excuse-moi, j'étais un peu… Non, mais il n'y a pas de souci. Donc sur celle-ci, comment tu as validé finalement ton modèle là, sur cet aspect-là? Parce que là, on a des résultats qui sont des résultats numériques. Bien sûr. On est bien d'accord. Hein. Alors, c'est une étude… des résultats numériques et finalement, comment est-ce que tu as observé tes oxydes pour finalement valider ton modèle? Alors, c'est une étude de cas qui est purement numérique. Donc, on n'a pas fait de confirmation expérimentale. En fait, la confirmation, elle vient de la connaissance empirique, comme je l'ai dit, et des observations
qui sont faites par la profession sur les dégâts observables sur une structure immergée de type pile de pont qui plonge dans l'eau de mer. C'est la zone de marnage, en fait, où on va former les oxydes expansifs du fait, en fait, de l'impact du degré de saturation sur le renouvellement en dioxygène. Et l'équilibre, en fait, de ces oxydes, l'équilibre thermodynamique des hydroxydes ferriques, donc qui sont représentés en rouge, dans un béton qui est moins saturé. Alors que quand on est dans un béton qui est fortement saturé, on forme en fait des hydroxydes ferreux, donc en vert, qui ne vont pas impacter, qui ne vont pas dégrader en fait le béton, puisqu'ils ne vont pas générer de pression sur la matrice cimentaire. Donc ça n'a pas été validé, bien sûr, expérimentalement. C'est d'ailleurs une des perspectives de cette thèse, c'est de valider cette approche numérique par des essais en laboratoire. Mais qualitativement, on retrouve des choses qu'on observe que la profession en génie civil et en diagnostic corrosion observe sur ce type d'ouvrage. Comment tu comptes observer la différence des oxydes? Parce que ça sera la différence justement de nature d'oxyde. Parce que tu montres bien, là, en effet, et je pense que c'est vrai, on doit avoir différentes natures d'oxyde à différentes couches. Mais tu expliques que tu vas peut-être observer ça expérimentalement. J'aimerais bien savoir par quelle technique tu vas pouvoir différencier. Alors, c'est très difficile. Ouais, j'en conviens, c'est très difficile. C'est vrai que je ne me suis pas penché au cours de mes 3 années de thèse sur… c'est vraiment une perspective, mais une perspective dans laquelle je ne suis pas encore plongé dedans. Il y a des techniques, bien sûr, d'analyse de type DRX, de type pour identifier en fait les oxydes. Mais c'est vrai que là, la difficulté, c'est qu'on va avoir une distribution spatiale des hydroxydes ferreux et des hydroxydes ferriques qui va complexifier forcément les mesures qu'on va en faire sur des petites éprouvettes. Donc, c'est très difficile à valider ce type de modélisation. C'est pour ça qu'on a fait le choix en fait, d'explorer différentes voies. C'est pour ça qu'on est parti aussi sur la corrosion de l'acier dans le sol. Qu'on n'a pas. Alors, on aurait pu faire une thèse juste sur cette thématique-là, et là, on serait allé plus dans le… Et la partie thermochimique, j'aimerais savoir comment vous la traitez. Alors, c'est peut-être revenir à la diapo 5, justement, où tu en as reparlé ici des équilibres thermodynamiques qui existent entre l'électrolyte, par exemple, et ton acier. J'aimerais savoir comment est-ce que c'est traité dans ton modèle, ces aspects-là. Alors, en fait, j'avais préparé quelques diapos supplémentaires. Hop. Donc, en fait, on a la partie thermodynamique et en fait, on a implémenté le diagramme de Pourbet dans le modèle. Donc, avec les différents équilibres, les différents équilibres thermodynamiques des différentes formes du fer, en fait. Ces équilibres dépendent en fait des concentrations en Fe2+ et en OH-, qui sont des produits de la corrosion. Donc, en fait, ces équilibres bougent à l'intérieur du volume. Et pour chaque point de notre domaine de calcul, on peut calculer un pH, on peut calculer un potentiel. Et donc, ça va nous donner un point dans ce diagramme de Pourbet. Et ça va définir en fait les formes prédominantes du fer. Et c'est ça qui va nous dire que l'oxyde est en stabilité thermodynamique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être précipité, puisqu'il faut ensuite qu'il y ait une stabilité cinétique, c'est-à-dire que les concentrations en réactifs, donc en Fe2+ et en OH- soient suffisantes pour dépasser le seuil pour entraîner la précipitation. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est où on est allé calculer en fait les quotients de la réaction, et on va comparer chaque quotient de réaction mais à son indice de saturation pour savoir si localement on précipite ou pas tel ou tel oxyde en fait. Donc on a ces deux composantes qui interviennent conjointement dans le modèle, la partie thermodynamique avec le diagramme de Pourbet où on compare potentiel et pH localement aux frontières d'équilibre, et également la partie cinétique où là on va comparer, là c'est une considération cinétique, c'est-à-dire sur les concentrations locales des réactifs. Ok, merci beaucoup. Mehdi, tu as une question? Alors, on est en retard, mais je poserai quand même une petite question, puisque là, c'était sur la première partie. Moi, je poserai sur la deuxième. Allez. Bien sûr. Sur les essais que vous avez réalisés, donc sur pale planche, vous avez représenté donc, le profil du potentiel. C'est intéressant.
Moi, je me pose juste une question. Vous pouvez aller sur la diapo, hein, comme ça on le voit, et puis vous l'avez cité avec votre modèle. On me pose juste une question sur ce qu'il y a dans le modèle numérique. Qu'est-ce que vous avez calé, à part qu'est-ce que vous avez comme résultat de mesure? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez bougé dans le modèle d'autres paramètres? Il pourrait toujours y avoir dans des modèles des coefficients quelque part à régler ou pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, on a prélevé les échantillons de sol donc, sur les 3 strates de sol identifiées. Et en fait, on a constitué des cellules électrochimiques, donc en prélevant dans des parties non sensibles mécaniquement de la structure des morceaux d'acier. Donc, on a collé des tubes PVC sur la surface de ces aciers qu'on a décapés. On les a remplis avec le sol en question, et on a mesuré le comportement en fait électrochimique de l'acier au contact de ces 3 sols. Donc ça constitue les données d'entrée. Et en parallèle, on peut également évaluer avec ce type de protocole la résistivité électrique. Donc ça, c'est nos données d'entrée qu'on a ensuite implémentées dans le modèle, donc hop, qui est ici, c'est-à-dire où on a implanté les lois classiques, la loi d'Ohm local, la loi de conservation du courant. Et à l'interface acier-sol, on a les différentes lois, les courbes de polarisation qu'on a mesurées expérimentalement. Et ensuite, en fait, on a généré tout simplement un domaine, on fait une pale planche sur 17 mètres de profondeur, les strates de sol. On a associé à chaque volume de sol sa résistivité et à l'interface acier-sol sa courbe de polarisation. Et ça, c'est vraiment, ensuite, on n'a pas fité le travail, il se fait vraiment sur les données. Bah, parfait, la réponse est très bien. Donc, vous avez mesuré votre diagramme polarisation, et puis en plus, la résistivité que vous avez mesurée, et puis vous avez injecté ça dans le modèle. C'est ça, exactement. Parfait, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, c'est Aya Rima qui va présenter la prochaine présentation donc, du LMT. Et c'est étude du comportement des ancrages chevillés dans les ouvrages de génie civil des installations nucléaires françaises. Bonjour. Bonjour. Peut-être, David, tu peux enlever ta présentation? Excusez-moi. Je vais arrêter le partage. Hop. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfaitement bien. Vous pouvez démarrer 10 minutes. OK. Je vais mettre la présentation. Good afternoon. My name is Aya Rima. I'm a third-year PhD student at the University of Paris-Saclay, Laboratory of Mechanics and Technology. I will present my PhD work that aimed to study the behavior of anchors used in nuclear power plants in France. I will start by a brief introduction. In civil engineering structures, fastening systems are used to ensure the connection between different components and also to transfer the external forces from the exterior structure to the base material. So once the global structure is subjected to an earthquake, its motion will act on the substructure. And if these substructures are attached to the global one using anchors, like this, shear forces and tension forces will act on these anchors. So we cannot consider that the global behavior of structure is a small detail. We cannot consider that the global behavior of structure is sufficient because the small details can cause big damages. And it's important to have good knowledge regarding the mechanical behavior of fasteners. Our main problem is that some anchors do not exist anymore in nuclear power, installed in the nuclear power plants, and in consequence, we cannot test them. So for this reason, it's important to verify that the existing certification tests are sufficient to qualify these anchors. So for this, based on some certification tests, existing certification tests carried out on anchors in the CSCB, our scientific approach will use two modeling techniques. The first one is at the fastener scale, where we will use a discrete element model. And the second one is at the global scale, where we will propose a macro element. And this macro element will be implemented later on in a finite element code in order to study the global behavior of the structure. Donc, tout d'abord, je vais commencer à présenter l'approche locale avec l'utilisation des éléments discrets, le modèle lattice particular DIP. DIP a été introduite par De Laplace en 2008 et après développée par Vasson en 2016. Le principe dans ce modèle, c'est de venir représenter le matériau par un ensemble de particules, comme dans le cas du modèle particulaire,
et par un ensemble de poutres, comme dans le cas d'un modèle lattice. Donc, comme j'ai déjà dit, le matériau il est représenté par un ensemble de particules reliées entre eux par des poutres. On va venir appliquer le chargement, donc ces poutres ils vont se déformer. On va venir imposer un critère de rupture avec une loi de variabilité et on va vérifier si une poutre dépasse ce critère de rupture. Si oui, on la retire du modèle et on la représente par une microfissure qui va apparaître entre les deux particules. Et comme ça, on peut suivre la propagation de la fissure lors d'un chargement. La dernière étape est afin de prendre en compte la refermeture de la fissure dans le cas d'un chargement sismique ou bien pour détecter un contact entre deux matériaux, comme par exemple dans notre cas entre l'ancrage et le béton, il faut aussi activer le contact lors de la simulation. La première étape de mes travaux de thèse était de générer un maillage en 3D. Le problème qu'on a rencontré, c'est que les algorithmes proposés déjà dans la littérature ne sont pas capables de générer un maillage particulier lattice qui nous permette de mailler des géométries complexes. C'est pour cela qu'on a proposé une méthode de maillage où on vient utiliser n'importe quel logiciel qui est capable de nous donner un maillage élément fini tétraédrique. Donc moi, durant mes travaux, j'ai utilisé Castem et après, je vais utiliser ce maillage comme étant une donnée d'entrée pour mon algorithme qui va venir transformer le maillage élément fini à un maillage élément discret. Donc, la sortie, c'est un réseau de poutres et un ensemble de particules polyédriques qui vont représenter le maillage élément discret et qui vont être utilisés après dans DEEP. La deuxième étape de ces travaux était de proposer une méthode de contact entre l'ancrage pour être utilisée entre l'ancrage et le béton. Donc, dans l'ancienne version de DEEP, déjà développée par Vasso, il a proposé une méthode en 2D pour prendre en compte l'interaction entre les particules, où il vient calculer les forces de contact en fonction d'une surface d'intersection. Les limitations de cette méthode, c'est que le calcul d'une surface d'intersection en 2D entre deux particules irrégulières, ce n'est pas simple. Et même si on peut faire ça en 2D, en 3D, c'est beaucoup plus compliqué car il faut calculer un volume d'intersection entre deux polyèdres. C'est pour cela qu'il était nécessaire de proposer une autre méthode pour simplifier ce problème. Donc, la méthode qu'on a proposée à la place, elle est basée sur l'approche des multicercles. Donc, pour chaque particule, je vais venir générer des cercles sur le contour qui vont représenter les éléments du contact dans la phase de détection du contact. Et pour détailler un peu la méthode, ici, je veux voir si j'ai un contact entre la particule A et la particule B. Le cercle I est un élément de contact qui appartient à la particule B. La première étape, c'est de venir projeter le centre du cercle I sur les côtés de la particule B, de la particule A, afin de générer des cercles effectifs P. La deuxième étape, c'est de vérifier deux conditions. La première condition, c'est de voir si j'ai une pénétration entre le cercle I et le cercle P. Et si oui, il faut vérifier que le cercle P il est à l'intérieur de la particule A. Donc, si on vérifie ces deux conditions, on peut calculer, on suppose qu'on a détecté un contact et après, on calcule la force de contact élémentaire entre les deux cercles concernés. De la même manière, cette méthode a été développée en 3D, mais ici, la génération des éléments du contact sur la surface, il est beaucoup plus compliqué que celle en 2D. Mais après, dans le calcul mécanique, on a le même principe, mais on utilise des sphères au lieu d'utiliser des cercles. Ici, j'ai mis la troisième étape était d'étudier le comportement de l'ancrage. Donc, comme on peut voir, après avoir proposé une méthode de maillage, on a pu générer la dalle en béton et le goujon. Donc, on a pu générer des géométries complexes. Et ici, j'ai mis la géométrie complète, l'ancrage avec le béton. Aujourd'hui, je vais présenter un test d'arrachement statique où on vient appliquer un déplacement imposé sur la partie supérieure de l'ancrage et on vient bloquer le déplacement vertical pour représenter le support utilisé durant les essais. Pour le contact, pour l'instant, j'ai supposé que j'ai un contact que entre l'ancrage et le béton et je n'ai pas supposé que j'ai un contact entre les particules du béton puisque c'est juste un test statique et je ne vais pas représenter la refermeture de la fissure. Donc ici, j'ai mis quelques résultats. Ici, on peut voir l'évolution de la fissure avec l'augmentation du déplacement imposé. Donc, comme on peut voir, on a une rupture par cône de béton. Ici, j'ai mis les fissures en 3D dans le plan XY et dans le plan YZ. Pour valider notre modèle, il faut comparer la facette de la fissure obtenue numériquement avec celle obtenue expérimentalement. Donc, si on compare la fissure obtenue sur la surface, on peut voir que DEEP il est capable d'approximer cette fissure. En plus, on peut représenter les croix observées sur la surface de la dalle du béton. Et aussi, j'ai comparé les dimensions du cône de béton obtenu. Donc, on a une inclinaison égale à 30 degrés, ce qui est dans la marge proposée dans la littérature. Donc, on peut dire que maintenant, DEEP il est capable de reproduire la séparation en croix. Il est capable de reproduire la taille du cône et aussi son inclinaison.
et comme ça, la simulation est qualitativement similaire à l'expérience. La dernière étape de mes travaux de thèse était de faire une approche globale avec l'utilisation de macroéléments. Pourquoi on veut développer un macroélément? Car l'IRSN, qui finance une partie de ma thèse, elle s'intéresse à donner un avis d'expert sur la prolongation de l'utilisation des ancrages qui sont déjà installés dans les centrales nucléaires. Donc, pour cela, il est nécessaire de faire des calculs de structure avec ces ancrages sur différents types de chargement et plus spécifiquement sur du chargement sismique. Donc, après avoir fait des essais de certification et après avoir fait des essais complémentaires en utilisant DEEP, on a pu introduire les mécanismes qui vont avoir lieu lors d'un test d'arrachement. Et comme ça, on peut définir les variables associées, qui sont des variables internes et des variables internes. Et on peut après construire le potentiel d'état pour finalement définir les lois d'état, les fonctions seuil et les lois d'évolution. La dernière étape, c'est de faire l'implémentation numérique. Donc, comme on peut voir avec notre macroélément, avec 7 paramètres, il est suffisamment souple et aussi il est simple. Il est capable de représenter le comportement non linéaire du comportement de l'ancrage dans le cas d'un chargement statique. Et aussi, j'ai mis une courbe du chargement cyclique pour qu'on puisse savoir les différents phénomènes qu'on a pris en compte. Donc ici, on peut voir, on a un déplacement permanent, on peut représenter les boucles d'hystérésis lors d'un essai charge-décharge. So as a conclusion, in our work, we used 3 types of study. The first one is the experimental campaigns, because like this, we can have good results, but at the same time, they are time-consuming, expensive, and also some type of anchors no longer exist. And the second study, we used the discontinuous numerical study because like this, we can reproduce explicitly the crack and the associated mechanism, but also at the same time, the computation time is important. And the third step is to propose a macro element, a continuous numerical study to solve the calculation time, but also we cannot represent the cracks in the material. So in this PhD work, we tried to combine the advantages of the 3 methods in order to simplify the study of the global behavior of structures. And for the remaining time of my PhD, now I will identify the parameters in DEEP, and also I will carry out some complementary numerical tests, like for example, cyclic tests with initial cracks. And also we should reduce the computation time in DEEP. And finally, maybe we can do some tests by using a different type of anchors. And finally, thank you for your attention. Merci pour votre présentation. Moi, j'aurais peut-être une question diapo 10. Je pense sur votre cas d'étude, finalement, avec la comparaison avec les résultats expérimentaux. Oui, voilà, exactement. Moi, je voudrais savoir, alors vous l'avez expliqué, la diapo d'avant, peut-être j'ai manqué d'attention, c'est les conditions limites, là, comment le contact, comment est-ce que c'est généré, et savoir si vous avez testé votre modèle aussi sur des essais peut-être qui existent beaucoup dans la littérature, sur les essais d'arrachement le pull-out test, les essais d'arrachement d'acier dans un bloc de béton, mais on va dire avec des dimensions complètement différentes de celles que vous pouvez étudier. Un effet d'échelle, voir s'il y a des choses qui sont identiques dans votre modélisation. Merci pour votre question. Il y a 2 questions en fait, pardon. D'accord, ok. Pour la première question, pour les conditions limites, j'ai essayé de reproduire les mêmes essais expérimentaux. Donc, juste, j'ai fait tout d'abord le maillage, mon béton et mon ancrage. J'ai appliqué le déplacement ici sur la tête. Et durant les essais, il utilise un support qui est mis sur la dalle du béton. Et comme ça, la poutre, la dalle du béton, elle ne peut pas monter. Donc, juste, j'ai bloqué le déplacement vertical. Mais après, la dalle du béton, elle peut se déplacer suivant X et suivant Y. Et pour le contact, comme j'ai utilisé la méthode que j'ai proposée, la méthode de multisphère, que entre l'ancrage et le béton. Donc ici, c'est la zone du contact. C'est là où je commence à projeter mes cercles d'une sur une autre. C'est pour la première question. Pour la deuxième question, en fait, l'objectif principal de notre thèse, c'est d'utiliser des essais de certification qui existent déjà. Car le problème, c'est que l'IRSN, elle s'intéresse à étudier le comportement des ancrages qui n'existent plus. Car ça fait plus que dizaines d'années qu'ils sont installés dans les centrales nucléaires. Et comme ça, ils sont fabriqués par ILTI. Et maintenant, ILTI, elle a arrêté de fabriquer ce type d'ancrage. Elle a créé de nouvelles technologies. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'utiliser que les essais de certification pour qu'on puisse caler notre modèle.
Mais après, j'ai utilisé quelques courbes de la littérature dans le macroélément. C'est pour savoir, puisque dans les essais de certification, on ne peut pas appliquer un chargement qui augmente. La force, elle n'augmente pas. C'est pour cela, ici, j'ai utilisé des courbes de la littérature sur des essais cycliques, pull-out test, pour savoir les mécanismes qui vont avoir lieu et pour voir si dans D'accord. il y aura... Ça, c'est du pull-out test, ça, ce que vous montrez là. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas... Oui. Et est-ce que vous avez regardé des essais d'ancrage dans les roches aussi? Non, vous n'avez pas regardé? Ça aussi, il y a des résultats? Non. Non, pour l'instant, je ne m'intéresse que dans le béton. OK. Mais ici, pour la première figure, c'est un test d'arrachement statique sur des goujons. OK, merci. Je vous en prie. Mehdi, tu as une question? Oui, tu veux que je... Oui, oui, peut-être une, voire deux petites questions. La première, c'était sur la même diapo d'avant, sur votre modèle DEEP. Je voulais savoir juste que... Alors, c'était complexe, j'ai compris au début, pour mailler, etc., c'était un peu complexe. Vous êtes passé par Castem pour revenir sur votre programme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je me pose juste une question, pourquoi ne pas rester sur Castem? Parce qu'en élément fini, vous n'avez pas pu faire une étude semblable? Non? Enfin, Oui. je me dis, si vous êtes passé par là, c'est qu'il y a des avantages, forcément. Sinon, vous n'aurez pas fait tout ce travail-là assez complexe. Mais voilà, si vous avez une réponse à ça, OK. ça m'intéresse. En fait, l'avantage d'utiliser DEEP, c'est par exemple dans DEEP, on peut simplement représenter la refermeture de la fissure. Car moi, je m'intéresse dans le cas d'un chargement sismique. Donc, parfois, j'aurai de la fermeture de la fissure. Donc, juste quand par exemple ici, si on regarde là, une fois j'ai cassé mon compte de béton, il y a une propagation de la fissure. Après, quand je décharge, il va y avoir un contact entre les surfaces de la fissure. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire ça sur DEEP avec un modèle discret que de venir faire ça en élément fini. Mais après, au final, ça reste un choix de modélisation. D'accord. Un modèle discret, il est plus souple pour représenter la fermeture de la fissure lors d'un test d'un essai cyclique. OK. L'objectif final, c'est d'aller quand même sur des essais dynamiques ou pas du tout? Parce que si la problématique visée à la fin dans les ouvrages nucléaires, c'est plutôt des problèmes sismiques. Comment vous allez intégrer ça dans votre démarche? Oui, l'objectif final de cette thèse, c'est de faire des essais cycliques. Mais après, on reste dans le même principe, car une fois on a calibré le modèle dans DEEP, on voit ici, juste il suffit de créer une préfissure. J'ai mis ça dans les perspectives. Car OK. Donc, il suffit de créer une préfissure dans la dalle du béton, puisqu'on va reproduire les mêmes essais de certification. Et une fois on crée cette préfissure, on applique des tests à charge-décharge. Donc, c'est le même que dans un essai cyclique, mais il y aura ouverture, fermeture de la fissure. Mais ça reste dans Mais dans un ouvrage réel, enfin, il y a plusieurs ancrages qui travaillent tous ensemble, je suppose, pour tenir des éléments qui sont positionnés. Donc, vous allez jusqu'à la simulation complète ou vous intéressez juste cette partie-là? Enfin, je ne vois pas la finalité. Hein. Est-ce que c'est juste pour comprendre ou est-ce que vraiment il va y avoir une utilisation réelle Oui, de structure? C'est ça le but du macroélément. Donc, une fois on a formulé ce macroélément, le but final, c'est de venir mettre ce macroélément, par exemple, dans n'importe quel logiciel qui est capable de faire des calculs éléments finis. Et comme ça, si je veux étudier le comportement global de la structure, ce n'est pas logique de venir représenter l'ancrage. Donc, je viens représenter tous les ancrages de la géométrie par ce macroélément. OK. D'accord. Il vient prendre tous les mécanismes qui vont avoir lieu lors d'un essai, l'endommagement, la plasticité, le frottement et tout ça. Très bien. Merci. Et là, vous travaillez sur des ouvrages qui sont anciens, c'est ça, ce que vous expliquez? Oui. Du coup, vous prenez en compte le vieillissement de votre matériau, là, du béton ou pas? Pour l'endommagement. L'altération du béton par rapport, finalement, dans votre modélisation, là, elle n'est pas prise en compte parce que c'est des ouvrages qui sont soumis à quel type d'exposition, finalement? Oui, mais après… Je parle du béton, hein. Je parle de la partie béton. Hein. Oui. Non, pour l'instant, je prends que mon béton sain et si je veux, je prends en compte la préfissure pour endommager un peu, mais je ne prends pas en compte le temps d'endommagement. En fait, je pense que c'est pour des équipements intérieurs. Est-ce que c'est intérieur, ça? Oui, je pense.
Là où j'ai fait une fois une visite, c'est plutôt à l'intérieur, les ancrages. Si Même t'as de je me trompe pas. C'est- Et donc, le matériau, normalement, il est en bon état, voire il a gagné de résistance mécanique depuis la fabrication. D'accord, OK. Bon, très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, on a une dernière présentation. C'est Giuseppe Ferrara. Bonjour. Bonjour. Je vais partager l'écran tout de suite. Donc, il vient du LMC2 à Lyon et qui va nous présenter renforcement des maçonneries par TRM à base de fibres de lin, de la caractérisation au comportement structurel. Oui. Vous avez 10 minutes. Okay, so good afternoon. With this presentation, I'll show you the results of my PhD thesis, whose title was Flux TRM Composite Systems for Strengthening of Masonry, from Material Identification to Structural Behavior. The thesis was carried out at the Laboratory of Composite Materials of Université Bernard Lyon 1 and University of Salerno in Italy. Just to show the framework, an introduction of the research topic, I will show you this slide. As we know, the Mediterranean area is characterized by a high seismic hazard. And also we know that most of the buildings, historical buildings, so mainly masonry buildings lying on this area, they are highly vulnerable towards seismic forces. But also, as we know, we need more and more nowadays materials in construction materials, sustainable construction materials in line with sustainable development that nowadays European Union is promoting more and more. In this framework, the thesis aims at promoting the use of sustainable composite system for reduce the vulnerability of existing masonry buildings. So we're talking about biocomposites. Biocomposites are composites characterized by natural fibers. These composites are already largely used nowadays in several fields, and their use is increasingly increased in the last 10 years. And also we know that most of them are used in, for example, in the construction field. So as civil engineer, it's our responsibility is to promote this kind of materials also in civil engineering applications. Aussi, en fait, on parle de l'utilisation des fibres naturelles. Et les fibres naturelles, par exemple, si on regarde dans cette image, on voit qu'il se produit la plupart dans le sud-est asiatique, aussi au Brésil, mais aussi on ne sait pas trop que même en Europe, il y a une forte production, et du coup, il y a un grand marché sur l'utilisation des fibres naturelles. Et en particulier, si on regarde par exemple le lin, ou bien la chanvre, qui sont entre les fibres les plus résistantes et de meilleure qualité. Et ils ont une grande production en Italie. Par exemple, en France, la plupart du lin est produit en France. Et du coup, avec cette thèse, on peut voir si dans des matériaux composites, on parle de textile reinforcement, c'est-à-dire des matériaux composites à matrice inorganique avec des tissus à haute résistance, on peut effectivement produire ce type de matériaux avec des fibres naturelles. En général, ce type de matériaux, ils ont eu un fort succès dans les dernières 10 années grâce à une perméabilité à l'abattoir, une compatibilité avec le substrat, une discrète résistance au feu, réversibilité du système et des temps et des coûts d'installation très favorables. Normalement, ils utilisent des fibres à haute résistance à carbone, verre ou basalte. L'idée, c'est d'utiliser des fibres végétales, c'est-à-dire jute, sisal, chanvre, là, au lieu de ces fibres traditionnelles et de voir finalement une performance mécanique. Et elle est aussi favorable, même si c'est un matériau qui est bien plus durable. Du coup, le but de l'étude, c'est d'analyser l'efficacité d'un système TRM composé par des fibres de lin, de la chaux hydraulique, comme renforcement de la maçonnerie. Les nouveautés de cette étude, c'est l'utilisation des fibres végétales dans les systèmes TRM, de faire une caractérisation à différentes échelles pour voir effectivement la performance du matériel à partir de la petite échelle, du coup, de la fibre elle-même, jusqu'à la caractérisation sur une échelle globale. Du coup, la résistance est mieux renforcée par ce type de renforcement. Et finalement, la recherche de solutions techniques qui puissent améliorer ce système de renforcement proposé.
Les matériaux qu'on utilise, c'est un tissu du lin dont la résistance de 350 MPa en résistance à traction. Le mortier, c'est une normale chaux hydraulique avec une résistance à friction de 3 MPa, plus ou moins. Et du coup, ici, je vous montre un essai de caractérisation du composite. C'est un essai de traction où on a une courbe force déformation, contrainte déformation. Ce qu'on remarque, c'est effectivement que la réponse est normalement en ligne avec ce qu'on regarde dans la littérature avec les normes TRM. Et on a une rupture de la fibre, du coup, on arrive à exploiter complètement la résistance du matériel. Ce qu'on remarque aussi, par contre, c'est qu'il y a des importantes déformabilités qui, effectivement, on ne remarque pas dans les composites traditionnels. Du coup, ça, c'est à tenir en compte. Mais vu que la résistance, elle est quand même acceptable, j'ai décidé de poursuivre la caractérisation avec l'analyse de ce système de renforcement lorsqu'il est appliqué sur des murs. Du coup, la campagne expérimentale elle est caractérisée par 3 séries de murs. La première, c'est des murs pas renforcés. La deuxième série, c'est avec des murs renforcés avec le système TRM caractérisé par une couche de lin. Et la troisième série, elle est caractérisée par un système composite avec 2 couches de lin. Du coup, on remarque, avec le but de cette campagne expérimentale, c'est de voir l'efficacité du système composite et de voir l'influence du taux de renforcement sur l'efficacité du composite lui-même. On a fait des essais de compression diagonale pour voir la résistance à 6 éléments du mur. Du coup, pendant l'essai, on analyse les déplacements vertical et horizontal. Et du coup, ensuite, on passe au résultat. Ici, c'est les courbes des murs qui ne sont pas caractérisées par un renforcement. Et du coup, on regarde une réponse force déplacement horizontal et vertical qui est à peu près linéaire, avec une rupture plutôt fragile. Si on regarde la réponse des murs renforcés par le système avec une couche de lin, on regarde qu'il y a une remarquable augmentation de la force maximale. Et aussi, on regarde aussi qu'il y en a une partie post-pic qui est complètement absente dans les murs qui ne sont pas renforcés. Si on regarde les résultats des murs renforcés avec un taux de renforcement plus élevé, on voit que le gain, ce qu'on gagne en termes de résistance maximale, c'est à peu près le même de l'autre système renforcé, mais on regarde qu'il y a des différences à la partie post-pic où la force moyenne est plus élevée. Du coup, de manière générale, si on regarde le mode de ruine, les murs qui ne sont pas renforcés, ils ont une rupture fragile, alors que les murs qui sont renforcés, ils développent des fissures sur l'axe vertical et arrivent à exploiter toute la résistance du composite avec la rupture à traction de la fibre. Et finalement, si on regarde la charge maximale, on voit que les murs renforcés, ils ont une charge maximale plus que 2 fois par rapport à les murs qui ne sont pas renforcés. Donc, effectivement, le système, il fonctionne, il marche très bien. Par contre, si on compare entre les 2 systèmes renforcés avec un différent taux de renforcement, on ne remarque pas une remarquable différence en termes de force maximale. Mais si on regarde dans le détail les résultats, on a une diminution de la charge après la première fissure et cette diminution elle est bien moins élevée dans les cas où on a un taux de renforcement plus élevé. Du coup, on voit bien que le système il marche, mais il y a encore des problèmes, par exemple, cette chute de la charge et des déformations très élevées. Du coup, le but final de la thèse, c'était de voir s'il y a des systèmes qui nous puissent aider pour améliorer la performance mécanique de ce système, la rendre en ligne avec le système traditionnel. Du coup, on a étudié un système d'imprégnation du tissu et on a ajouté dans la matrice des fibres courtes naturelles en cours à voir. Et du coup, je montre les résultats de cette campagne expérimentale. On a le composite, comme on l'a déjà vu, le composite avec le tissu imprégné et le composite avec le tissu imprégné et les fibres courtes dans la matrice. Si on regarde l'essai de traction, encore une fois, ça c'est la réponse qu'on a déjà vue tout à l'heure. Celle-ci, c'est la réponse d'un composite où il y a le tissu qui est imprégné. Celle-ci, c'est la réponse d'un composite où il y a le tissu imprégné, il y a des fibres courtes dans la matrice. Et du coup, on remarque bien que en termes de déformation, la déformation du composite avant d'entrer dans la 3e zone, que c'est celle la zone où on exploite la résistance du matériau, cette déformation est bien moins élevée quand on a fait l'imprégnation. Et si on regarde la force moyenne du composite, la contrainte elle est bien plus élevée une fois qu'on a augmenté la résistance de la matrice avec des fibres courtes. Et si on regarde les résultats en termes d'ouverture du fissure, par exemple, dans une valeur de la déformation, on voit bien que quand on a imprégné, on a ajouté des améliorations dans le composite, on réduit beaucoup
l'ouverture de la fissure, on améliore beaucoup le système. Pour ceux qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez consulter ma thèse qui a été récemment publiée sur Springer. So finally, with this presentation, I showed that use of natural fibers really can improve the sustainability of composite systems and of composite system with and it responds to a demand of the market of using these natural fibers. The composite system that we show showed a very significant, important mechanical response, and but still in line with traditional TRMs, but also with insignificant strains levels. It was a system that effectively has a great efficiency in terms of increasing the strength of the walls reinforced with this system. And finally, we also showed that improvement systems like impregnation of the addition of short fibers within the matrix can really increase the capacity of this system and to put it more in line with the traditional TRM. Thank you for your kind attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais peut-être démarrer. Je voudrais savoir parce que vous avez choisi des sollicitations mécaniques, là, comment a été fait le choix des sollicitations mécaniques et est-ce que c'est représentatif finalement de ce qui se passe sur un ouvrage maçonné en fonctionnement? Ok, merci pour votre question. En fait, effectivement, le but, c'est d'étudier la vulnérabilité, c'est d'avoir une réponse à ce que c'est la vulnérabilité sismique des bâtiments. On voit qu'on n'a pas de vulnérabilité sismique, on a deux problèmes en gros, soit la résistance dans le plan des murs, mais aussi la résistance hors du plan. Dans ce cas-là, on a voulu analyser la résistance dans le plan. Et dans ce cas-là, la résistance au cisaillement, c'est l'aspect le plus important parce que la rupture, traditionnellement, la rupture des murs après un sisme, c'est toujours une rupture au cisaillement. Mais bien sûr, on voit que, du coup, ça, c'est l'aspect le plus important, c'est celui qu'on tient en compte par premier. Mais forcément, il y a un deuxième aspect très important, qui c'est la résistance à flexion hors du plan. Moi, je n'ai pas tenu en compte, pour question de temps, de ce deuxième aspect, mais il faudrait aussi analyser cet aspect, celui-là. Mais le choix de vérifier l'efficacité en tant que résistance au cisaillement, c'est parce que, notamment dans les sismes qu'on a eus, dans la mer Méditerranée en général, il y a toujours une rupture au cisaillement des murs avec des fissures diagonales. Ok, merci. Une autre question sur l'interface, enfin, comment est-ce que vous appliquez? C'est par collage, je ne sais pas très bien. Ok, effectivement. C'est le mortier, en fait, qui adhère finalement sur la maçonnerie existante. Il n'y a pas de problème d'adhérence, là, de votre mortier? Ok. Justement, j'ai montré les résultats les plus importants de ma thèse. Effectivement, on a tenu en compte même de cet aspect. En premier, comment on a fait l'installation? Je suis désolé, j'ai oublié de le dire. On va juste appliquer une première couche de mortier. Après, on applique le tissu. Après, une deuxième couche de mortier. Et si on a des autres couches de tissu, on va les appliquer avec la même façon. Effectivement, si on regarde cette diapo, où on a à peu près, j'ai fait une étude multi-échelle. Donc, je suis parti par les fibres. J'ai fait tous les essais de caractérisation du composite, des essais de vieillissement, après l'échelle globale, après des essais d'amélioration du composite. Dans les essais de qualification, il y a aussi des essais d'adhérence que je n'ai pas montré pour question de temps, mais effectivement, on s'est posé la question, est-ce que le composite il a une bonne adhérence ou pas avec le mortier? Dans ce cas-là, avec la maçonnerie, et dans ce cas-là, ce qu'on a vu, voilà, en bref, c'est qu'effectivement, quand on a fait un essai d'adhérence, donc on va tirer les tissus dans un système de cette façon, on a eu une rupture dans les tissus, une rupture dans le textile. Du coup, entre le textile et l'adhérence textile matrice et l'adhérence matrice substrat, le point faible, c'est la résistance du textile. Du coup, on n'a pas vraiment des problèmes d'adhérence entre le composite et le substrat en maçonnerie. Et je ne vous entends pas. Il n'y a vraiment pas de souci entre, excusez-moi, il n'y a pas de souci entre parce que ta maçonnerie, elle est jointée, hein, elle est jointoyée, et là, il n'y a pas de
n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous n'avez pas essayé de voir ça un peu plus localement, voir ce qui pouvait se passer? En fait, quand on parle d'adhérence, en fait, l'adhérence, cet essai d'adhérence, il y a beaucoup en littérature sur ça, il est toujours relatif parce qu'en fait, on ne va pas voir l'adhérence absolue entre le moitié et la matrice, mais on va voir lequel c'est le mécanisme le plus faible entre la résistance à traction de textile et l'adhérence dans les parties qui composent le composite. Dans ces cas-là, le point faible, c'était le textile. Et du coup, je ne peux pas vous dire s'il y a des problèmes ou pas à l'interface matrice composite, matrice substrat. Ce que je veux vous dire, que c'est le point faible dans ce cas-là, c'est la résistance à traction de textile, notamment parce qu'elle est bas, parce qu'on parle des fibres naturelles. Mais normalement, spécifiquement, on n'a pas vérifié, on n'a pas observé des particulières problèmes d'adhérence dus au joint. Mais il faut aussi voir que on a reproduit une maçonnerie de bonne qualité. Parce que normalement, quand on a des bâtiments, des vrais bâtiments, il y a normalement des maçonneries qui sont beaucoup moins propres et régulières de ce qu'on a montré. Du coup, effectivement, le problème de l'adhérence, ça existe. Il y a beaucoup en littérature. Et du coup, ça dépend aussi du type de substrat qu'on a. Oui, parce que là, c'est du renfort sur ouvrage existant. Donc, sur un ouvrage qui est déjà il y a beaucoup ça, il y a des systèmes qui développent des ancrages pour voir si avec un ancrage, on arrive à augmenter. Il y a beaucoup en littérature, il y a beaucoup d'études sur ça. Moi, je me suis intéressé plutôt sur la performance mécanique en général de ce système qui est nouveau parce qu'il a des fibres naturelles, mais il reste tous les problèmes qu'il y a aussi dans les composites conventionnels qu'il faut voir même dans ce cas-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est commercialisé? Alors, c'est une bonne question. Déjà, j'ai commencé ma thèse, maintenant c'est déjà il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait pas beaucoup d'études sur ça. Il y avait des études de littérature, oui, il y en a 4 ou 5. Et il n'y a pas vraiment de système commercialisé, même si, voilà, en fait, les systèmes composites en matrice inorganique, ils sont l'évolution de ce qu'on connaît comme les PRF, les systèmes composites avec de la matrice polymérique. Dans ce cas-là, il y a déjà en commerce des systèmes en matrice polymérique, les FRP et PRF, avec de la fibre de lin. Du coup, on a pris cette fibre de lin-là avec un maillage, un grillage un peu moins dense. On a pris une normale chaud hydraulique, on l'a mise ensemble. Maintenant, après 4 ans, il y a beaucoup plus d'études. Il y a un comité RILEM sur ce type de matériaux. Il y a le problème de vieillissement qui est de plus en plus étudié. Il y a aussi des entreprises qui commencent à s'intéresser pour produire effectivement des systèmes. Et sur la partie essai de traction, vous les avez fait sur le mélange mortier-fibre, c'est ça? Ou essais de traction pure, là? J'ai fait du tout, j'ai fait des essais de traction. Je vais vous montrer la résistance. Et sur la fibre seule? Oui, j'ai fait des essais de traction sur la fibre seule, sur le tissu. C'est quoi la finesse de vos fibres, là, les fibres seules? Les tissus, oui, j'avais compris, mais sur les fibres seules, c'est quoi vos… Excusez-moi, la question, c'est quoi C'est quoi vos tailles de fibres, là, vos diamètres de fibres? Parce que moi, j'en utilise du lin. Enfin, c'est vraiment, c'est pas facile pour faire des essais de traction pure sur les fibres de lin. Voilà, mais alors, quand on parle de fibres, en fait, on a les filaments, on a des fibres qui sont plusieurs filaments, et après, on a une bande avec plusieurs fibres. Le filament lui-même, il a un diamètre de 16 micromètres. L'ensemble des filaments, c'est une fibre avec un diamètre de 0,25 mm², c'est la section. Je m'appelle, si je me souviens bien. Et du coup, pour les détails de… C'est quel type de machine que vous avez utilisé? Stéphanie, j'arrête. Oui, il faut que tu arrêtes. Là, ça fait énormément de questions. Et puis, ces réponses aussi sont très, très longues. Essayez de répondre court à la question. La question, c'était est-ce que c'est commercialisé? Oui, non. Voilà, c'est commercialisé, oui ou non. Du coup, je n'ai même pas le temps de poser des questions, mais quand même une seule, mais avec une réponse très courte sur l'instrumentation cette fois-ci. Donc, vous avez votre système, vous avez mis des LVDT dans les deux sens. Vous avez parlé d'une ouverture de fissure. Avec quoi vous avez mesuré ça? Parce que vous avez la déformation et vous avez ouverture de fissure. Vous avez montré une figure plus tard qui montre plus loin, ouais, celle-là. Et donc, ça vient de quel instrument les deux? Enfin,
Strange, je Ici, comprends. l'ouverture du fissure a été faite sur les essais de traction. Du coup, c'est juste avec la déformation. OK, donc sur votre système, vous n'avez pas d'ouverture de fissure. Ces cas-là. D'accord, il n'y a pas d'ouverture de fissure sur votre système. Et juste, comment c'est piloté votre essai? Un contrôle de déplacement. Oui, mais le déplacement, lequel? Celui de la traverse ou celui qui vient du LVDT? Dans ce cas-là, pour l'ouverture du fissure, en vrai, on a fait une corrélation d'image. On a utilisé aussi la corrélation d'image et par corrélation. Parce qu'il y a eu aussi corrélation d'image, d'accord. Mais vous contrôlez avec la corrélation d'image votre. Oui, on a contrôlé avec les déplacements par des LVDT. On a un système qu'on prend le déplacement entre le premier point et le dernier point du composite. Il y a un article sur ça. Non, moi, je n'ai pas compris. Donc, vous avez l'LVDT ou vous avez une vidéo corrélation d'image en parallèle et on peut piloter avec les deux, peut-être, enfin, un des deux. L'élaboration sur tous les éprouvettes a été faite par corrélation d'image. Par contre, a été. Mais vous faites quoi avec la corrélation d'image? Vous faites quoi avec la corrélation d'image? Juste pour voir la fissure et vous quantifiez la taille? Oui. OK, donc ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le pilotage de votre essai. OK, merci. On va s'arrêter là parce qu'il est 16h40. On aurait dû finir à 16h15. Merci en tout cas. Et on va peut-être dire aussi au revoir à tout le monde parce qu'on va prendre, nous, quelques minutes pour délibérer. Eh bien, merci à tous. Merci Je vois qu'on est 19 connectés. Ben, merci d'être là jusqu'au bout. Je pense que c'était assez intéressant. 5 présentations très intéressantes et pas mal de discussions. Donc, merci à tout le monde. Merci de quitter, la session. Oui, de quitter la session. Je vais arrêter l'enregistrement.